La Voix des jeunes, une émission hebdomadaire initiée par la concertation interpartie pour des élections démocratiques en Côte d'Ivoire, CIED, a offert l'occasion de débattre d'un thème important, à savoir le quota des femmes en politique, symbole ou révolution. La loi sur le quota de 30% de femmes est-elle une avancée historique ou un leurre habilement ficelé? Telle est la trame de la problématique débattue sous la houlette de Mouna Zeynab, chargée de programme à la CIED et modératrice du jour. Face à elle, des jeunes, des acteurs de la société civile et des femmes politiques prennent place. L'enjeu est de taille à faire le bilan d'une loi adoptée en 2019 pour briser le plafond de verre et dont l'ombre plane sur les prochaines échéances électorales. Entre les lignes de la loi, la modératrice Mouna lance les hostilités en rappelant le paradoxe ivoirien. Une avancée législative saluée, mais une application en demi-teinte. Pourquoi? La question est reprise comme un écho par Oulato de Neyman Charlotte, de la société civile. Du haut de son expérience de chargée de projet, elle dresse un constat sans appel. Le texte existe, c'est indéniable. Mais il manque de muscles. Sur le terrain, le combat de tous les jours. La réponse vient du terrain, incarnée par l'énergie de Madame Ousso Gladys, conseillère municipale à Abobo et présidente des femmes du Front populaire ivoirien. Elle apporte la nuance de celle qui vit la politique au quotidien. Cette loi, c'est une brèche. Elle nous a offert une opportunité qu'il a fallu saisir, souvent en se battant 2 fois plus. Le symbole, c'est le début du concret. Mais il est vrai que le chemin est encore long. Les résistances sont culturelles, financières et parfois même institutionnelles. Son témoignage fait office de électrochoc, rappelant que derrière les débats théoriques se jouent des destins et des carrières. La discussion s'envenime légèrement lorsque la conversation glisse vers l'efficacité même de la mesure. Monsieur Doumiya Mohamed, conseiller juridique, apporte la rigueur du droit. Une loi n'est jamais une fin en soi. C'est un outil. L'adoption du quota était une étape nécessaire, peut-être même incontournable, pour satisfaire aux exigences internationales, soyons clairs. Mais la vraie bataille commence maintenant, celle de l'accompagnement, de la formation et de la modification des mentalités. Sans cela, le quota peut créer une présence physique sans influence réelle. Le débat se clôture sur une note d'espoir et une série de recommandations citoyennes formulées par les jeunes eux-mêmes. Renforcer les sanctions contre les partis récalcitrants, instaurer un système de mentorat pour les nouvelles élues et lancer des campagnes de sensibilisation dès l'école pour déconstruire les stéréotypes de genre. En somme, la loi sur le quota n'est peut-être ni une simple coquille vide, ni une solution miracle, mais le levier d'une conversation nationale indispensable. Une conversation que la voix des jeunes a su amplifier avec une franchise rafraîchissante. Le dernier mot revient à la modératrice, Mouna Zeynab. La parité ne se décrète pas, elle se construit. Et visiblement, la relève y est prête à prendre le relais. Vivez les temps forts du débat sur les réalités du quota des 30% de la représentativité des femmes en politique. Akwaba chers tous, bienvenue à l'émission La Voix des jeunes, une initiative menée par la CIED en vue de donner la parole aux jeunes pour s'exprimer sur des questions d'actualité. 5 ans après son adoption, la loi sur la représentation des femmes en politique est sujette à plusieurs questions qui évaluent son efficacité. Les femmes accèdent-elles réellement aux sphères de décision ou se heurtent-elles toujours à un plafond de verre politique? C'est dans cette mouvance que nous avons décidé d'aborder le sujet d'aujourd'hui. Le quota des femmes en politique en Côte d'Ivoire, est-ce une simple mesure symbolique ou un véritable levier d'égalité? Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir 2 femmes dynamiques sur ce plateau, ainsi qu'un jeune intellectuel. Alors, installez-vous confortablement, restez avec nous, car cette émission, c'est la vôtre, c'est la voix des jeunes. Chers invités, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Merci. Je vais vous donner la parole pour que vous puissiez vous présenter. Galanterie oblige, je vais donner la parole aux dames. Vous avez la parole. Je suis Nguessa Ousso Gladys. Je suis présidente des femmes du FPI Courant Démocratie et Valeurs. Je suis conseillère municipale. Je suis très heureuse d'être avec vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Je suis Madame Charlotte Plateau. Je suis de la société civile et par ailleurs chargée des projets à la concertation. Je fais partie pour les élections démocratiques qui est initiale. Nous allons donner la parole à l'homme de notre plateau. Merci bien déjà de me recevoir encore une fois de plus à cette émission des jeunes qui me tient vraiment à cœur.
puisque nous sommes au quai, avant de montrer à bord de ce navire, il faudrait qu'on sache une chose. On ne bâtit pas une démocratie inclusive en laissant une partie de la population sur la touche. Il y a des questions qui dépassent les chiffres électoraux et là même de la démocratie. Nous parlons ici non seulement de représentativité, mais aussi d'égalité, de justice et de progrès. Le quota imposé par la loi n'est pas une faveur accordée aux femmes, mais la reconnaissance d'un droit légitime. Un droit légitime qui mérite depuis longtemps d'être donné. Le rapport selon lequel l'égalité n'est pas une option, mais une exigence républicaine, car une démocratie qui ignore la voix des femmes est une démocratie inachevée. Je réponds au nom de Doumbia Mohamed, juriste et analyste de la vie publique. Je crois profondément que le droit n'a de sens lorsqu'il transforme la société, lorsqu'il brise les chaînes des inégalités et ouvre la porte même à l'égalité réelle. Merci à vous pour vos présentations. Nous allons passer aux questions. La première question est adressée à notre juriste. Selon vous, quelle est la portée juridique et politique de la loi sur le quota des 30% en Côte d'Ivoire? Merci bien déjà pour cette question qui parle de portée juridique et politique. C'est une question qui nécessite d'être analysée sur des hypothèses. La question même l'oblige, puisqu'on parle en premier lieu de portée juridique et de portée politique. D'un point de vue synoptique, plus précisément sur le volet juridique, cette loi traduit en quelque sorte le principe constitutionnel qui met en lumière l'égalité de sexe dans la démocratie ivoirienne. Ce que revient à dire qu'elle oblige les partis politiques en quelque sorte à faire valoir le droit des femmes de se présenter aux élections municipales, législatives et même pour une bonne gestion du jeu démocratique. Raison pour laquelle, à l'origine de mon propos, j'ai dit ce n'est pas une faveur qui est accordée aux femmes, mais plutôt un droit qui jadis devait être. Alors, il faudrait savoir que c'est un instrument contraignant qui oblige les partis à respecter le quota de 30% dont la loi exige, selon le volet juridique. Mais qu'en est-il du côté politique? Cela pourrait être appréhendé sur une grande marge, ou dit que cela oblige les partis politiques à ancrer d'une manière ou d'une autre la femme dans le volet politique pour qu'elle puisse participer. Il y a la formalité qui est là, il y a la réalité qui est là. Il ne faudrait pas que ce que les tests juridiques ont établi reste qu'une simple formalité. Il faudrait que cela soit écrit. C'est écrit, mais il faudrait que cela soit fait dans la réalité, c'est-à-dire de manière pragmatique. On ne va pas se contenter des tests. Certes, les tests existent, mais il y a la réalité qui en est une autre chose. En définitive, je dirais que cette loi permet aux femmes de se montrer en quelque sorte, de faire valoir leur matière grise qu'elles ont, dans le but que cela facilite la tâche de tout un chacun afin que les idéologies, leurs idées puissent prospérer de la manière la plus claire sur le territoire national. En ces quelques mots que je pourrais m'arrêter sur cette première question de portée juridique ainsi que politique, cordialement. Merci, monsieur. Selon vous, depuis son adoption, quel impact concret observe-t-on sur la représentation féminine aux élections et dans les institutions? Merci beaucoup. Depuis l'adoption de cette loi que est d'ailleurs accueillie en grande pompe par l'ensemble des femmes politiques de Côte d'Ivoire et au-delà même de toutes les femmes, parce que là, il y a un cadre juridique qui a été établi afin de permettre aux femmes de les places en même temps que les hommes dans les sphères de décision. Alors, bon, le bilan, on peut dire qu'il est mitigé. L'adoption de cette loi a quand même permis à certaines femmes qui avaient cette appréhension de ne pas faire de la politique, qui étaient un peu cloîtrées dans leur milieu,
Mais cette loi leur a quand même permis de pouvoir sortir de leur zone de confort et puis d'embrasser la carrière politique. Ça, c'est déjà un premier pas. Parce que quand on prend l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, en ce qui concerne la représentativité de la femme dans les assemblées élues, il faut dire que nous sommes partis d'un point assez faible à aujourd'hui. Et donc, il y a, même si ce n'est pas le résultat escompté, mais il y a quand même de l'amélioration. De l'amélioration quant à ces femmes-là qu'on veut voir dans les assemblées élues. Il y a beaucoup à faire. Beaucoup a été fait. Les organisations de la société civile, les partis politiques d'ailleurs, qui, ma foi, mettaient les femmes, avant l'adoption de cette loi, qui mettaient les femmes au second plan dans les différents partis politiques. Cette loi-là, comme l'a dit le juriste qui est sur le plateau ici, a donné un caractère coercitif, un caractère contraignant aux partis politiques pour que ces femmes-là puissent être effectivement en première ligne au niveau dans l'ensemble des partis politiques. Et donc, beaucoup a été fait, mais il reste encore beaucoup à faire. Bon, il reste encore beaucoup à faire parce que nous allons à pas de tortue. C'est vrai, quand on veut faire, quand nous regardons les données désagrégées de la représentation de ces femmes-là dans les assemblées élues, bon, depuis les élections municipales, les élections législatives de 2016, les élections municipales de 2018, les élections municipales de 2023 et jusqu'aujourd'hui, bon, on va à pas de tortue, mais en ce qui concerne les femmes, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire et nous sommes patients. Nous pensons qu'effectivement, on peut y arriver. Merci beaucoup à vous. Je voudrais dire que nous observons un impact concret au niveau de la participation des femmes. Parce qu'aujourd'hui, quand nous regardons un peu dans les institutions, dans nos assemblées élues, nous constatons des femmes, la présence des femmes leaders dans nos assemblées élues, dans nos institutions. Telles que, je prends des exemples, ici en Côte d'Ivoire, le ministre des Gardes des Sceaux qui fait la promotion des femmes. Nous avons une première femme qui est présidente du Sénat. Nous avons des femmes dans le gouvernement, à l'Assemblée nationale. Je pense que le taux de la représentativité est réel. Même si c'est lent. Ce n'est pas aussi, le défaut ne se trouve pas au niveau du gouvernement, mais ça se trouve au niveau des femmes. Parce que les femmes sont réfractaires. Nous qui sommes sur le terrain, nous constatons cela, les femmes sont réfractaires. Avant de réussir cette mission, il faut que nous deux, c'est-à-dire l'État et nous-mêmes les femmes, nous soyons véritablement engagés. Parce qu'on ne peut pas vouloir atteindre un niveau de 30% alors qu'il n'y a pas de femmes. Les femmes n'osent pas. Les femmes sont complexées à cause de niveau ou bien, en tout cas, elles n'osent pas. Elles n'osent pas. Pour cela est dû à quoi? Bon, pour moi, il y a plusieurs problèmes à ce niveau. Le premier, c'est que les femmes, comme je le disais, sont complexées. Il y a le niveau intellectuel qui pose le problème. Elles se disent, est-ce que quand je vais partir, est-ce que j'ai le niveau? Malgré l'explication que nous donnons, aujourd'hui le quota de 30% ne regarde pas le diplôme. On cherche seulement le sexe féminin. Mais elle se demande, est-ce que je peux oser? Est-ce que je peux parler parce que j'ai beaucoup de lacunes? C'est ce qui fatigue les femmes. C'est un. Le deuxième, c'est que la politique aujourd'hui est devenue, au lieu que ça soit bien appréhendé, mais c'est devenu comme une source de peur. Donc les femmes ont peur de se manifester, de peur que leur famille soit détruite, ou bien les enfants soient attaqués, ou bien elles-mêmes
Troisième point, c'est que nos leaders ne nous accompagnent pas financièrement. Nos leaders ne nous accompagnent pas. Nous nous engageons et on se bat, on fait tout, mais il n'y a pas d'accompagnement. Il n'y a pas d'accompagnement. Les femmes n'ont pas de moyens. Elles ont des idées. Nous qui sommes véritablement engagés, nous avons des idées. On veut avancer, on arrive à regrouper les gens, mais nous ne sommes pas accompagnés. Quand on n'est pas accompagné, par exemple, je prends les élections locales, les femmes, pendant les élections locales, on peut avoir jusqu'à près de 500 dossiers féminins. Mais on se retrouve en fin de compte avec peut-être 2 ou 3 candidats élus. Pourquoi? Parce que les femmes n'ont pas de moyens. Les femmes n'ont pas de moyens. Donc, soit nos leaders ou l'État de Côte d'Ivoire qui a instauré cette loi peuvent être regardants de ce côté pour nous aider vraiment à avancer. Parce que la place de la femme dans la politique apporte beaucoup d'avancement dans notre société. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci. Je voudrais rebondir sur la question. Vous voyez, cette loi sur les 30% de quota a mis les femmes au pied du mur. Les femmes au pied du mur parce qu'avant cette loi, on disait oui, les hommes ne nous laissent pas, les partis politiques ne favorisent pas l'intégration de la femme, l'émergence de la femme dans les domaines, dans la sphère politique, dans les partis politiques surtout, puisque les partis politiques sont c'est ce vivier-là qui fait la promotion de la femme. On ne peut pas faire, nulle part ailleurs, on ne peut faire la promotion de la femme politique en dehors des partis politiques. Donc, longtemps, les partis politiques ont été accusés, oui, bon, on ne laisse pas la capacité aux femmes d'émerger et tout ça. Quand il y a des activités, ce sont elles qui vendent les t-shirts, ce sont elles qui font ceci, qui font le café et tout ça. Maintenant, l'État a décidé de prendre ses responsabilités. D'ailleurs, à travers le cadre juridique, déjà au niveau de la Constitution, il y a trois articles de la Constitution, je crois, c'est l'article, 34, 35, 36, qui promeut déjà l'émancipation de la femme en politique. Et donc, quand cette loi-là est venue, on a fini par comprendre finalement que ce sont les femmes elles-mêmes, les partis politiques ont respecté ce quota, puisque dans les dispositions de cette loi, il est dit que les partis politiques qui ne respectent pas le quota des 30% sur les listes ne sont pas acceptés, ces listes seront rejetées. Et donc les partis politiques ont fait leur part. Mais il a fallu cette loi-là pour comprendre que ce sont les femmes elles-mêmes qui sont le problème. Bon, c'est vrai, la majorité des femmes ne veulent pas s'engager en politique. Bon, il y en a qui osent, comme la présidente l'a dit tout à l'heure, il y en a qui osent. On a vu la présidente du Sénat qui a pour chef une femme au niveau des élections, au niveau de l'Assemblée nationale, des mairies, du conseil régional. Il y a des avancées. Mais je veux dire que ce sont les femmes elles-mêmes qui créent ce blocage-là et tout ça. Elles-mêmes, elles ne se font pas confiance. Il y a ça, elles ne se font pas confiance, il y a le complexe. Et ensuite, il y a ce volet, il y a cette pesanteur socio-culturelle. Il y a cette pesanteur socio-culturelle parce que il y a dans certaines traditions, l'homme, non, bon, la femme ne peut pas prendre le devant parce que ce sont des lois, ce sont des lois traditionnelles. Par exemple, quand on prend, il y a une ethnie, je ne vais pas dire le nom, il y a un groupe ethnique où les femmes n'ont pas droit à la parole. En Côte d'Ivoire, ici, ça existe. Les femmes n'ont pas droit à la parole en public. Quand les hommes se réunissent, c'est avec les hommes et les femmes sont à part. Donc, il y a ce volet de pesanteur socio-culturelle. Et puis, il y a cette question de violence politique. Parce qu'on reconnaît aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire, la violence. Or, on sait que la femme, elle est le sexe, bon, enfin, quand on dit le sexe faible, je veux dire par rapport à l'homme, la force physique, tout ça pour se défendre, elle n'en a pas. Donc, c'est tous ces paramètres-là qui font que ces femmes-là aujourd'hui sont un peu à la queue du peloton en matière de représentativité dans la sphère politique. Merci beaucoup. Je pense que je vais jeter un coup d'œil à l'intervention des deux dames qui
je dirais, ont été purement réalistes. Pourquoi je le dis? Car lorsque nous observons la société, on constate que le fait marquant et le fait que je dirais pesanteur qui fait que les femmes sont de plus en plus se retirent et ont peur de s'imprégner en quelque sorte dans le volet politique. Le premier point, je dirais, la violence. Comme la dame ici l'a aussi bien dit, en matière de force physique, on voit que la femme est inférieure à l'homme. Donc, dans ce genre d'hypothèse, je pense que c'est en quelque sorte comme une peur de craindre que lors de leur manifestation politique, après, il ne faudrait pas que cela ait un retour, un mauvais retour par des agressions et autres. Pas seulement des agressions, il y a plein de choses qui peuvent être faites de la force physique. Et aussi, je pourrais dire, concernant ce volet, rejoindre directement le mot formalité dont je l'ai employé lors de ma deuxième prise de parole. Il ne faudrait pas que cela soit qu'une simple formalité. Certes, il y a la loi qui impose le quota qui est de 30%. Mais si il y a cette peur, je dirais, qui est entre, qui a l'idée des femmes, elles ont peur déjà en premier lieu concernant la violence. Ça, c'est la peur qui est. Mais je pourrais dire sur ce point qu'il ne faudrait pas qu'il soit simplement question de peur. Quand même, les hommes que nous sommes, on connaît tous comment la politique est. Elle a tendance à marcher avec la violence. Donc, si la peur déjà est en quelque sorte je dirais quelque chose qui a atteint un niveau pour vous, un niveau élevé, cela sera en quelque sorte un moyen pour vous de vous retirer de la politique. Quand on parle de politique, surtout en Côte d'Ivoire, certaines personnes ont tendance à la violence. Donc, si vous appuyez sur ce point, je pense que vous n'allez jamais participer au jeu politique. Il faudrait s'en abstenir de cette pensée, mais il faudrait aussi être vigilant. Voilà, même les hommes, il y a des recours qui sont violents et on s'abstient. Le volet dont vous avez parlé, je dirais ça, c'est un point qui, dans les années lointaines, qui pourrait être un facteur fort, car depuis des années, je dirais 10 ans, 20 ans, les parents obligent en quelque sorte la gente féminine même à aller à l'école, peut-être pour être des cadres de demain. Prenons le cas des ministres femmes à la tête de nos pays. Il y a Mme Kandia Camara, Marietou, Mme Anne Loto et plein d'autres. Voilà. On ne pourrait pas dire qu'il y a 10 ans qu'elles sont allées à l'école, mais bien longtemps de cela. Donc je pense que c'est en quelque sorte un combat que toute personne doit mener. Si on veut s'atteler sur le volet de violence qui va faire peur, pour ne pas qu'on s'imprègne, il faudrait s'en passer. Même les hommes aussi ont peur. C'est juste que c'est avec une carapace qu'on dirait qu'on n'a pas peur, mais la peur, elle existe de chacun. Merci beaucoup à vous pour votre intervention. Donc, cela ne se résume pas seulement à une histoire de sexe, c'est-à-dire femme ou homme. Donc, si les femmes veulent s'engager, qu'elles prennent l'initiative de le faire, il y a des femmes aussi qui peuvent les encourager, des institutions comme la sienne, comme des femmes politiques, comme notre invité. On va passer à la prochaine question. On a parlé du cadre juridique politique. Aussi, on a parlé aussi de l'impact de cette loi, mais on n'a pas parlé des partis politiques. Pour vous, comment réagissent les partis politiques concrètement face à cette loi? Pour nous, les partis politiques réagissent. Les partis politiques ont eu un très bon retour, je le disais tantôt. Lorsque cette loi-là a été adoptée, les partis politiques se sont alignés. Et nous l'avons constaté pendant les élections municipales, je crois, de 2023 surtout, où on a vu les partis politiques quand même proposer des listes en faisant l'effort de respecter le quota des 30%. Donc les partis politiques sont partants. Au niveau des partis politiques, il n'y a pas de problème. Surtout qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui émergent au sein des partis politiques. Il y a des femmes qui émergent au sein des partis politiques aujourd'hui. Il a cité le cas de la présidente du Sénat, la députée et ministre, Mme Togo Belmonde. Il y a des femmes qui, au niveau des partis politiques, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème au niveau des partis politiques. Mais le souci se trouve au niveau
des femmes elles-mêmes. Bon, c'est vrai, la peur, c'est vrai que dès qu'une loi est prise, les femmes ne doivent pas avoir d'excuses. Il n'y a plus d'excuses de ne pas pouvoir s'engager en politique. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que les partis politiques ne s'engagent pas. Les partis politiques sont en plein dans le processus de promouvoir la femme. Effectivement, les partis politiques sont engagés. Les partis politiques sont contraints même à respecter cette loi. Parce qu'un parti politique, en allant aux élections locales, est obligé de dresser une liste en respectant ce cadre juridique. Si le cadre juridique n'est pas respecté, la liste ne sera pas validée. Donc, les partis politiques sont contraints à respecter cette loi. Donc, il y a un retour positif au niveau des partis, seulement que, comme on l'a dit tantôt, c'est les femmes qui posent problème. C'est nous-mêmes les femmes qui posons problème. Moi-même, je prends l'exemple à mon niveau. En 2016, quand on m'a appelé pour la première fois, on dit il faut faire des dossiers, je vais être suppléante. Mais j'ai crié sur tous les toits. J'ai dit ils vont aller me gorger, ils vont faire telle chose. Il a fallu que mon responsable me dise c'est pas pour te faire du mal. Ce n'est que pour être sur la liste. D'ailleurs, même, c'est-à-dire tu vas être suppléante seulement. Quand j'ai fait une première fois, j'ai vu que vraiment c'était intéressant. C'est comme ça que j'ai continué. En 2018, j'ai été candidate. En 2021, j'ai été candidate titulaire sur une liste à Bobo. Et 2023, bon Dieu merci, ça a marché que je suis conseiller municipal. Donc c'est grâce à ce cadre juridique que moi je suis sur cette liste. Pas parce que peut-être que j'ai de grands diplômes et j'ai de beaux yeux, mais c'est à cause de ce cadre juridique qui a contraint mes responsables à me mettre sur la liste. Si je ne m'étais pas engagé, est-ce que je serais sur la liste? C'est la faute ne revient pas aux partis politiques. Les partis politiques ont de très bonnes réactions. Merci beaucoup pour l'intervention. Mais ne pensez-vous pas que c'est grâce à la contrainte que les partis politiques encouragent les femmes à s'engager en politique? Bien sûr que oui. S'il n'y avait pas de contrainte, est-ce qu'ils allaient avoir l'initiative de le faire? Oui, en fait, je le disais tantôt, depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire, les femmes tâtonnaient au sein des partis politiques. Parce qu'il n'y avait pas un cadre juridique. Les femmes tâtonnaient, bon, elles étaient combattues entre elles-mêmes, entre elles au sein des partis politiques, combattues aussi par les hommes. Mais toi femmes, toi, tu ne peux pas venir me commander et tout ça. Donc, les femmes, elles étaient quand même au sein des partis. Avant cette loi, les femmes avaient des difficultés de positionnement au sein des partis politiques. Mais depuis qu'il y a eu l'adoption de cette loi, ça a changé les choses. Donc, il n'y a pas eu de problème. Je pense qu'il n'y a pas de problème au niveau. Ça a permis, ce cadre juridique-là, cette loi a permis aux femmes, en tout cas celles qui ont ce potentiel en elles, de pouvoir émerger. Et c'est ce que nous voulons encore pour l'avenir, afin que ce quota-là soit au sein de nos institutions, soit réellement amélioré. Alors, fait une analyse réaliste sur cette question pourrait être conçue en tant qu'une diatribe. Pourquoi je le dis? On sait tous que la loi est contraignante. C'est en quelque sorte comme une hypocrisie politique, si je peux le dire. Puisqu'on le dit, les est apoilas omnibus. La loi s'applique à tous. Si les partis politiques ne respectent pas le quota qui est imposé par la loi, ce qui revient à dire qu'ils n'ont pas respecté la loi. Donc, ils sont en quelque sorte dans une obligation de respecter la loi. Raison pour laquelle je dirais que certaines personnes vont concevoir cela en tant qu'une diatribe. Les partis politiques font tout pour respecter la loi, mais ce n'est pas quelque chose qui est volontaire. Je dirais même involontaire. Ils sont en quelque sorte forcés parce qu'ils savent que s'ils ne le font pas, il y a certains privilèges qu'ils vont perdre. Je pourrais même dire aussi qu'il y a certains partis politiques qui, étant contraints, mettent le nom de certaines femmes en tant que candidates aux élections municipales, régionales, législatives et autres. Il peut arriver qu'ils ne mettent pas les moyens nécessaires dans le but que cela ne puisse prospérer. Si on veut être clair,
ne puissent prospérer. Ils font cela dans le but qu'ils bénéficient de certains privilèges et autres. Mais le constat que je fais est que le fait que la loi oblige chaque parti politique à respecter le quota, cela donne encore plus la chance aux femmes, même si il y a, je dirais, de la pandémonium au niveau des partis politiques. Le fait d'être contraint donne plus de chances aux femmes de mettre en œuvre les valeurs et autres. C'est ce que je pourrais dire sur cette question. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à la question. Maintenant, pour vous, est-ce que cette loi est signe de progrès ou cette loi est signe de stagnation? Et s'il y a les chiffres aussi pour avoir une estimation concrète? Bon, les chiffres, je pense qu'en 2018 déjà, on avait, au niveau du conseil régional, on avait 3%, aujourd'hui nous avons 7% de femmes présidentes du conseil régional. En 2018, elle était la seule, c'est en la personne de Madame. Et aujourd'hui, elles sont 2. Et au niveau des mairies, je crois qu'on était à 7%. On a évolué, on est devenu aujourd'hui jusqu'à 9%. Jusqu'à 9%. Et au niveau des législatives, ça a évolué. Bon, c'est vrai que nous allons pas à pas vers l'amélioration de la représentation de ces femmes-là. Donc, c'est pour dire que oui, les choses s'améliorent. Les choses s'améliorent au niveau des jeunes. Nous allons pas à pas, mais nous allons allègrement vers le but que nous nous sommes assignés en nous battant pour avoir cette loi. C'est vrai que ces chiffres aujourd'hui ne sont pas réluisants comme on l'attendait. On attendait peut-être 50% à l'Assemblée nationale. On attendait plus que ça. Mais comme on le dit, on dit à défaut de la lune, tu as les étoiles. Bon, c'est un peu comme on le dit, excusez-moi du thème, je vais parler en jargon de chez nous, c'est mollo qu'on arrive. Hein? Ça, c'est mieux que rien. Ça, c'est mieux que rien. Là où sous d'autres cieux, les femmes n'ont même pas le droit même de pouvoir s'exprimer. Là, c'est déjà bon. Mais nous allons toujours y travailler. Et aussi au niveau de notre institution qui est la SIED, nous avons cet outil-là qui promeut la participation politique de la femme. À travers le code de bonne conduite, quand vous prenez le préambule, c'est déjà marqué dans le préambule de la promotion du genre, donc de l'inclusion de la femme, la participation de la femme, et c'est très important. À ce sujet, j'aimerais dire qu'on peut noter qu'il y a eu un progrès, même pas ce que nous souhaitons, mais il y a quand même un progrès parce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, en 2021, on était à 12,60%. Aujourd'hui, nous sommes à 13,40%. Et au niveau du Sénat, nous étions à 19%. Et aujourd'hui, nous sommes à 24,24%. Donc, je peux affirmer qu'il y a quand même un progrès. Il n'y a pas une stagnation, mais il y a un progrès. C'est pas à pas que nous pouvons atteindre notre objectif. Aussi, je voudrais ajouter, c'est vrai que le progrès est manifeste à travers la liste des candidats. Sur 5 candidats retenus, nous avons 2 femmes qui nous font honneur d'ailleurs en la personne de Madame Simone Eyvé Babo, la présidente du MGC, et puis Madame Henriette Labou, qui est la présidente de, je crois, GPP. Donc voilà, ce sont les signes, hein, ce sont des indicateurs d'une amélioration de la participation des à cette question, je dirais que le mot stagnation est à proscrire. Pourquoi je le dis? Car depuis l'adoption de cette loi en 2019, nous assistons à une progression au niveau des femmes. Avant l'adoption de cette loi, il y avait un nombre vraiment minimal
concernant l'instauration des femmes dans les institutions publiques. Difficulté même d'atteindre 10%. Et depuis l'adoption de cette loi, je prends un exemple très simple, les élections législatives de 2021. On voit qu'il y a eu 20% des femmes députées. Je dirais que c'est en quelque sorte une progression qui s'est faite. On va petit à petit pour atteindre un certain niveau. Certes, la progression se fait, on trouve cela bien et autres, mais il faudrait savoir que nous n'avons pas encore atteint le quota de 30% qui est imposé. Et voir déjà 2 femmes se prononcer à l'élection présidentielle, cela montre vraiment le dévouement, l'abnégation de la femme dans le volet politique. Quelque chose, mais je dirais, qui est à féliciter. Sur 5 candidats, il y a 2 femmes. Cela montre vraiment que les femmes sont vraiment déterminées. Dans nos traditions, bon, je vais mettre une parenthèse sur ce point, il était inconcevable à ce qu'une femme puisse se prononcer en tant que chef du village et autres. Et s'il y a 2 femmes qui ont cette idée d'être présidente de la République, je dirais que cela est à féliciter. Et le quota que la loi impose facilite la tâche aux femmes. Merci beaucoup à vous pour vos réponses. J'ai une prochaine question. Comme je l'ai dit, vous avez évoqué le manque d'intérêt des femmes à s'engager en politique. Et si vous deviez convaincre une femme pour qu'elle puisse s'engager en politique d'un parti politique ou soit en indépendant, quel mot vous pouvez dire à cette femme? Aujourd'hui, pour convaincre une femme, je me base sur le cadre du juridique pour convaincre la femme en m'appuyant sur des exemples des représentativités féminines dans les institutions et dans des assemblées élues. C'est ce que je me base. Il faut parler du concret. Parler du concret. Et en me basant sur ce cadre, les femmes m'écoutent. Certains commencent à marcher dans mes pas. Merci à vous. Je repose la question. Vous avez évoqué le manque d'intérêt des femmes à s'engager en politique. Et je me demande si vous devez convaincre une femme à s'engager en politique. Quel mot vous pouvez dire à cette femme? Alors, le premier mot que je peux dire à ces femmes-là, et comme la présidente l'a dit tout à l'heure, c'est déjà un cadre juridique. Et ensuite, il faut dire aux femmes leur importance dans la vie politique. Vous voyez que nous sommes, sur la liste électorale, près de 48%, nous représentons 48% de la population électorale. C'est déjà énorme, c'est déjà beaucoup. Et ensuite, les femmes sont au cœur même du développement. Donc, si les femmes sont au cœur de ce développement-là, pourquoi ne pas accéder à ces décisions, à ces sphères de décision pour pouvoir prendre les décisions? Parce qu'elles auront beau être des femmes dynamiques au niveau économique, mais si elles ne siègent pas dans ces assemblées, là où on prend les décisions, ces décisions seront prises par les hommes et ça va venir s'imposer à elles. Or, quand elles sont là où on prend les décisions, bon, c'est vrai que bon, elles vont tenir compte de leur présence. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, en fait, c'est cela. Et en fait, leur dit qu'aujourd'hui, la présence de la femme est devenue le baromètre d'évaluation d'une démocratie. Aujourd'hui, partout dans le monde, on a besoin de la femme. Donc, il faut qu'elle-même, elle s'y mette et de laisser la peur. J'ai beaucoup aimé l'intervention du jury qui a dit que est-ce que les hommes aussi ne sont pas attaqués? Est-ce que vous voyez un peu? Donc, la peur ne doit pas être un prétexte pour abandonner ce combat-là, pour abandonner cette lutte-là. Donc, il faut qu'il les protège. Elles sont déjà protégées par un cadre juridique. Et ensuite, j'ai parlé tout à l'heure de l'instrument
que donne l'assiette qui est le code de bonne conduite, où encore les femmes, leurs droits encore sont rappelés à travers le préambule du code de bonne conduite. Donc déjà, voici des éléments qui vont leur permettre de pouvoir s'épanouir, de pouvoir s'exprimer pour que notre démocratie aille mieux. Parce que notre démocratie, si elle je vais dire, elle boite. Bon, quand je dis elle boite, c'est parce que les femmes n'ont pas encore trouvé toute leur place à travers les sphères des décisions, et nous devons y travailler. Merci beaucoup. Je vais ajouter quelque chose pour dire que la femme, comme l'a dit notre madame, la femme doit prendre sa place dans la politique. Et nous, notre place dans la politique, c'est de faire la politique autrement. Si nous sommes représentés dignement dans le milieu politique, nous pouvons faire changer ce qui nous fait peur, ce qui nous effraie. Nous pouvons, par notre manière, changer cela en notre faveur, et ça pourra faire avancer les choses comme nous l'attendons. Merci beaucoup pour l'intervention. On va donner la parole. Raison pour laquelle j'ai dit au début, une démocratie qui ignore la voix des femmes est une démocratie inachevée. La voix des femmes est importante dans le jeu politique, même si c'est en quelque sorte une obligation que la loi met à chaque parti politique. Donc, les partis politiques étant compris sont dans l'obligation de convaincre les dames pour qu'elles puissent intégrer les partis afin de respecter le quota et bénéficier de certains privilèges. Ce volet, je dirais que lorsque la participation est volontaire, elle prospère de la manière la plus tôt que possible. Et au lieu de convaincre quelqu'un à faire quelque chose que la personne ne veut pas, dans le but que cela puisse prospérer à son intérêt. Or, lorsqu'une femme étant déterminée pour occuper une quelconque place, une place surtout politique, met directement les moyens en place pour arriver à ses fins. Donc je dirais que ce n'est pas, je dirais toujours les mêmes mots, cela ne doit pas être une formalité, mais cela doit être un acte qui doit être fait de manière permanente. Il faudrait que les femmes se lèvent, participent aux jeux politiques sans se soucier de la violence surtout, et tout va avancer comme il se doit. Merci beaucoup à vous d'avoir décrypté ce thème. Nous sommes à la fin de notre émission et avant de terminer, je vais donner la parole à l'Assemblée pour un mot de fin. Donc, je vais donner la parole aux dames. Merci beaucoup. Je voudrais dire merci, même si c'est l'institution à laquelle je voudrais dire merci à la CED et à son président pour l'initiative de cette émission. Merci à M. Doumbia pour, je vais dire, de nous d'avoir décrypté cette thématique sous un angle juridique. Et puis, remercier tout le plateau et puis dire que toujours la femme a toute sa place. Je remercie la sienne et son président, M. Bien Orlandin. Merci au juriste, notre juriste, M. Bamba. M. Doumbia. Voilà. M. Doumbia. Et merci aussi à notre modératrice. Vraiment, c'est fut un bon moment, un bon temps. Nous disons merci à ce merci pour ce développement, ce temps que nous avons passé ensemble, et à travers cette prise de parole, je vais appeler mes soeurs, mes femmes à prendre leur place dans la politique. C'est ce que je voudrais dire. D'accord. Monsieur Doumbia, vous avez la parole pour le mot. Franchement,
Je n'y attendais pas à ce que le débat soit intense de cette manière. Et je suis un peu triste de la fin. On allait continuer jusqu'à je n'ai même pas regardé l'heure. Il y a un temps qui est là, qu'il faut le respecter. Alors déjà, je félicite ces dames ici présentes, leur idéologie, leur conseil qui nécessite à ce qu'elles puissent mettre cela en valeur. Pourquoi pas ne pas intégrer un parti politique, mettre en lumière votre matière grise qui serait bénéfique. Bon, oui, je verrai. Vous pouvez dire un parti politique va vous approcher rapidement afin que vous puissiez entrer dans un parti politique pour mettre en lumière vos différentes connaissances et autres. Cela fait vraiment un plaisir pour moi d'être à nouveau à cette émission des jeunes qui permet en quelque sorte à éclairer la lanterne et plus précisément de ce sujet des femmes afin que les femmes puissent s'imprégner véritablement du jeu politique. Je remercie la CIED pour cette occasion et merci bien déjà au président également. Malheureusement, nous sommes à la fin de notre émission. Je tiens à réitérer mes remerciements à l'endroit de nos invités. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci également à vous, chers auditeurs. À la prochaine. D'ici là, portez-vous bien.